Je suis un lecteur assidu de tout ce que Fisher a à dire et je vous le recommande. Ces mots sont ceux de Warren Buffett. Et cette seule phrase suffit à mesurer l'importance de l'homme dont nous allons parler aujourd'hui. Un homme presque invisible, il fuyait les médias, cultivait la discrétion et sa réputation était telle qu'il pouvait se permettre de sélectionner lui-même ses clients. Cet homme, c'est Philippe Fisher. Aujourd'hui, pourtant, en dehors des cercles d'investisseurs les plus avertis, presque personne ne connaît son nom. Les plus grands investisseurs de l'histoire ont étudié son travail, Warren Buffett, Charlie Munger. Ils ont lu Fisher, étudié Fisher et intégré une partie de ses principes à leur propre manière d'investir. Tout commence véritablement en 1958. Cette année-là, Philippe Fisher publie Actions ordinaires et Profits extraordinaires. 10 ans après L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, 2 livres qui vont profondément influencer l'histoire de l'investissement. Mais 2 livres qui défendent, en apparence, 2 philosophies presque opposées. Si Graham est devenu la Bible de l'investisseur qui cherche à acheter de la valeur à bon compte, Fisher, lui, pourrait être considéré comme l'évangile de l'investissement dans les entreprises de croissance exceptionnelle. Graham cherche avant tout le prix, Fisher cherche avant tout la croissance. Et ce livre a tellement marqué Buffett qu'il a lui-même résumé sa méthode d'investissement avec une formule devenue culte. 15% Fisher, 85% Graham. 15%, ça peut paraître presque anecdotique, mais ce sont ces 15%-là qui ont changé la trajectoire du plus grand investisseur de tous les temps. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces pages ? Quels sont les critères que Fisher exige avant d'investir $1 ? Quelle est sa méthode ? C'est ce que je vous propose de décortiquer ensemble dans cet épisode en 5 parties. Nous verrons dans un premier temps sa méthode du commérage, avant de découvrir les 15 points de l'action parfaite. Nous verrons ensuite comment Philippe Fisher nous recommande d'acheter puis de vendre une action. Et enfin, nous aborderons les choses à ne pas faire selon lui, en tant qu'investisseur. Avant de commencer, si vous découvrez la chaîne, moi c'est Antoine. Je suis ingénieur passionné et spécialiste de l'investissement dans la valeur et titulaire de la certification AMF. Avec la chaîne Page et Liberté, mon objectif est de vous partager les méthodes des plus grands investisseurs de l'histoire, Buffett, Munger, Fisher, Graham, Lynch ou encore Pabraille, pour comprendre leurs principes, leurs raisonnements et surtout apprendre à les appliquer concrètement à nos propres investissements. Et comme connaître la théorie ne sert à rien si l'on n'est pas capable de la confronter à de vraies entreprises, je vous propose une analyse approfondie d'une entreprise exceptionnelle une fois par mois dans la lettre aux investisseurs. Ma newsletter totalement gratuite. J'y sélectionne une entreprise, je la décortique de A à Z en appliquant les principes et les méthodes présentées sur cette chaîne. Donc si cette approche de l'investissement vous intéresse, le lien pour rejoindre gratuitement la lettre aux investisseurs est juste en dessous de cette vidéo. Petite précision également avant de commencer. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Les entreprises qui seront citées dans cet épisode ne sont pas des recommandations d'achat, mais uniquement des exemples modernes utilisés pour illustrer les propos et les principes de Philippe Fisher. Libre à vous ensuite de réaliser vos propres analyses et de prendre vos propres décisions d'investissement. Maintenant, revenons à Philippe Fisher et découvrons ensemble sa méthode fabuleuse du commérage. C'est un peu son petit secret pour découvrir les entreprises exceptionnelles. Pas simplement de bonnes entreprises, des sociétés de croissance rarissimes capables sur plusieurs décennies de multiplier votre capital par 10, par 20, parfois même par 100. Instinctivement, on pourrait penser qu'il faut se transformer en détective, éplucher les états financiers, décortiquer les rapports annuels, interroger la direction. Bref, mener une enquête digne d'un audit complet pour connaître l'entreprise jusque dans ses moindres rouages, en s'appuyant sur les sources d'informations publiques. Ça c'est très bien, mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. D'abord, les personnes réellement capables de mener une enquête aussi poussée sont rares. Ensuite, soyons réalistes, aucune entreprise sérieuse ne va ouvrir ses portes à un parfait inconnu et le laisser fouiller librement dans les informations les plus sensibles. Le risque de voir ces informations tomber entre les mains d'un concurrent serait beaucoup trop important. Alors Fisher nous propose une autre voie, une méthode presque enfantine au regard de sa simplicité. C'est la méthode du commérage. Au lieu de rester seul dans son coin, à analyser uniquement les informations publiques que l'entreprise accepte de vous donner, vous allez chercher l'information là où elle circule déjà, dans la bouche de ceux qui vivent l'entreprise de l'intérieur ou qui gravitent autour d'elle. Ceux qui travaillent contre elle, les concurrents, ceux qui lui vendent quelque chose, les fournisseurs, ceux qui lui achètent quelque chose, les clients, et parfois ceux qui l'ont quitté, les anciens salariés. Prenez 5 entreprises concurrentes, allez voir chacune d'entre elles et posez-lui des questions précises sur les 4 autres. Très souvent, vous obtiendrez une quantité d'informations absolument remarquable. Parce qu'une entreprise sera naturellement réticente à vous parler de ses propres faiblesses. Mais celle de son concurrent, c'est une autre histoire. Un concurrent peut vous expliquer qui possède la meilleure force de vente,
Qui innove réellement? Qui perd des parts de marché? Qui attire les meilleurs talents? Qui est redoutable commercialement? Et qui commence, au contraire, à décrocher? Mais les concurrents ne sont qu'une pièce du puzzle. Les fournisseurs peuvent aussi vous donner une idée très concrète de la manière dont une entreprise se comporte avec ses partenaires, de son niveau d'exigence ou encore de l'évolution de son activité. Les clients, eux, savent souvent parfaitement pourquoi ils achètent auprès d'une entreprise plutôt qu'auprès d'une autre. Il existe enfin une autre source d'information potentiellement extrêmement précieuse, mais qu'il faut manier avec beaucoup plus de prudence. Ce sont les anciens salariés. Eux ont vu l'entreprise de l'intérieur. Ils connaissent parfois les forces et les faiblesses que vous ne trouverez jamais dans un rapport annuel. Ils connaissent la culture de l'entreprise, la qualité du management, les dysfonctionnements internes, et ils ont généralement beaucoup moins de raisons de garder le silence une fois partis. Mais il y a un piège. Certains sont partis en mauvais termes, certains ont été licenciés, d'autres considèrent avoir été maltraités. Leur témoignage peut donc être parfaitement juste, comme il peut être profondément biaisé. Alors avant d'accorder trop d'importance à ce qu'un ancien salarié raconte, Fisher recommande donc de comprendre dans quelles circonstances il a quitté l'entreprise. Avec cette collecte d'informations provenant de sources différentes, vous vous rapprochez du niveau de connaissance d'un véritable spécialiste de l'entreprise, sans avoir encore ouvert un seul rapport annuel ou un compte de résultats. Et vous l'avez compris, l'objectif n'est jamais de trouver une source parfaite d'informations. Elle n'existe pas. L'objectif, c'est de multiplier les sources indépendantes. Un concurrent vous dit quelque chose, un fournisseur vous donne un autre élément, un client confirme une partie de l'histoire, et un ancien salarié apporte cette nuance supplémentaire. Et progressivement, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Toutes les sources ne seront pas d'accord sur tout, et ce n'est pas nécessaire. Parce que lorsqu'on se trouve face à une entreprise véritablement exceptionnelle, les signaux les plus importants finissent par converger. À tel point, selon Fisher, que même un investisseur relativement débutant, à condition de savoir quelles informations rechercher, peut finir par distinguer les entreprises ordinaires de celles qui méritent réellement qu'on poursuive l'enquête. Parce que le commérage, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui doit permettre à l'investisseur de répondre à 15 questions très précises. 15 critères qui, mis bout à bout, forment une sorte de filtre destiné à faire émerger les entreprises véritablement exceptionnelles. À la lecture du livre, je trouve qu'on peut regrouper ces 15 points autour de 5 grands thèmes. La croissance, l'efficacité opérationnelle, le capital humain, la rigueur financière et enfin, l'intégrité. Plongeons dans le premier thème, la croissance. La première question, c'est le fondement de tout. Est-ce que cette entreprise a des produits ou des services offrant un potentiel de marché suffisant pour permettre une croissance significative des ventes pendant plusieurs années? Le mot important ici, c'est plusieurs années. Fisher ne cherche pas une entreprise dont les ventes vont exploser pendant 12 mois parce qu'elle profite d'un cycle économique favorable. Il cherche une entreprise capable de prolonger sa croissance dans le temps. D'abord, il y a les entreprises chanceuses et capables. Ce sont celles qui bénéficient d'un bouleversement extérieur qu'elles n'avaient pas nécessairement anticipé, mais qui possèdent déjà toutes les compétences pour en profiter. Prenez Nvidia. À l'origine, ces puces sont essentiellement conçues pour les jeux vidéo, puis arrive l'explosion de l'intelligence artificielle, et ces mêmes architectures se retrouvent au cœur d'une révolution technologique mondiale. La chance a ouvert les portes, les compétences ont permis de s'y engouffrer. Et puis Fisher identifie une deuxième catégorie, les entreprises chanceuses parce que capables. La nuance est importante. Cette fois, l'entreprise ne se contente pas de profiter d'une opportunité, elle la provoque. Prenez Amazon. À l'origine, ce n'était qu'une librairie en ligne, mais au fil des années, elle développe elle-même les infrastructures technologiques, logistiques et commerciales nécessaires pour vendre à une échelle toujours plus grande. Ici, ce sont ses propres capacités qui ont généré sa croissance. Et cela nous amène directement au deuxième point, qui devient intéressant. Est-ce que le management a la détermination de continuer à développer des produits qui augmenteront encore le potentiel des ventes une fois le potentiel actuel largement exploité? Ça ressemble au premier point, mais en réalité, c'est bien différent. Le premier regarde ce que l'entreprise possède aujourd'hui, le deuxième cherche à savoir si elle prépare déjà demain. Regardez Apple. D'abord le Mac, puis l'iPod, puis l'iPhone, puis l'Apple Watch, puis les services. Chaque nouveau relais de croissance est construit sur les épaules du précédent, comme un arbre qui fait pousser de nouvelles branches à partir de son tronc. Ça, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie délibérée, une capacité à se renouveler. Passons au deuxième thème, l'efficacité sous le capot. On descend maintenant dans la mécanique interne de l'entreprise, pour y mettre les points 3 à 6. La troisième question, c'est quelle est l'efficacité des efforts de recherche et développement par rapport à la taille de l'entreprise? Fisher met immédiatement en garde tout le monde contre les ratios trop simplistes. Comparer les dépenses de R&D au chiffre d'affaires ne suffit pas. Dépenser beaucoup ne veut pas dire innover efficacement. Ce qui compte, ce n'est pas le montant investi, mais les résultats obtenus. La R&D répond-elle à de vrais besoins? Les découvertes deviennent-elles des produits que les clients veulent acheter? AWS est une excellente illustration.
Conçue à l'origine pour les besoins internes d'Amazon, cette infrastructure est devenue un produit à part entière, puis l'un des principaux moteurs de rentabilité du groupe. Quatrième question, l'entreprise a-t-elle une organisation des ventes meilleure que la moyenne? C'est un critère étonnamment négligé. Il est facile de calculer une marge ou un rendement sur capitaux propres, beaucoup moins de mesurer la qualité d'une force de vente. Pourtant, Fisher nous rappelle une évidence. Sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Prenez Costco. Très peu de publicité traditionnelle. L'entreprise s'appuie surtout sur la satisfaction de ses membres, leur fidélité et le bouche à oreille. La force de vente est efficace. Cinquième point, l'entreprise dégage-t-elle une marge bénéficiaire suffisante? La croissance du chiffre d'affaires est séduisante, mais une croissance qui ne produit jamais de bénéfices finit rarement par enrichir durablement l'actionnaire. Toutes les ventes ne se valent pas donc. Ici, on pourrait se rappeler le seuil de 20% que nous avaient proposé David Clark et Mary Buffett. Prenez Hermès. La notoriété de la marque lui permet de vendre certains produits bien au-delà de leur coût de fabrication et lui permet d'afficher une marge nette autour de 30%. Mais Fisher va encore un cran plus loin avec le sixième point. Que fait l'entreprise pour entretenir ou améliorer les marges dans la durée? Parce que nous, investisseurs, pouvons facilement observer les marges d'hier, mais nous achetons les marges de demain. Fisher cherche donc les entreprises qui travaillent en permanence sur leur productivité, leurs procédés industriels, leur logistique ou leur technologie pour préserver leurs marges. On pourrait reprendre ici l'exemple d'Hermès, qui arrive à faire progresser sa marge nette année après année. C'est notamment le résultat d'une décennie d'investissement dans la marque, la désirabilité, la qualité, la distribution et l'expérience client. Troisième thème maintenant, le capital humain de l'entreprise. Ici, on y retrouvera les points 7, 8 et 9. Et on va parler RH parce qu'une entreprise n'est jamais qu'une organisation humaine. Derrière les marges, les bénéfices, les usines, les brevets, il y a des personnes. Et leur capacité à travailler ensemble peut faire une différence considérable. Question numéro 7. L'entreprise a-t-elle de très bonnes relations avec son personnel? Un personnel démotivé, un turnover permanent, une défiance envers la direction. Tout cela finit par contaminer la productivité, le service client et donc la rentabilité. Reprenez Costco. L'entreprise est connue pour rémunérer relativement bien ses employés par rapport aux standards de la grande distribution et pour chercher à les fidéliser sur la durée. Ce n'est pas simplement une politique sociale, cela peut aussi devenir un avantage économique. Huitième question, l'entreprise a-t-elle de bonnes relations avec ses cadres dirigeants? À mesure que l'on grimpe dans la hiérarchie, les enjeux personnels augmentent. Pouvoir, promotion, rémunération, ego. Et une équipe dirigeante composée de brillantes individualités qui passent leur temps à se battre entre elles peut détruire énormément de valeur. Microsoft sous Nadella constitue un exemple intéressant. Lorsqu'il prend la direction du groupe, Microsoft souffre énormément d'une culture interne extrêmement compétitive et cloisonnée. Nadella va progressivement pousser l'entreprise vers davantage de coopération, d'ouverture et de transversalité. Point numéro 9, l'entreprise a-t-elle un management aux compétences étendues? Une petite entreprise peut parfois prospérer grâce au génie d'une seule personne. Mais Fisher nous rappelle une évidence, nous sommes tous mortels. La vraie question n'est donc pas seulement le PDG actuel est-il exceptionnel, mais que devient l'entreprise le jour où il disparaît? Personnellement, c'est ce qui me rassure chez Berkshire Hathaway. Son modèle extrêmement décentralisé et la succession de Warren Buffett préparée et anticipée depuis des années devrait permettre au groupe de continuer à prospérer bien au-delà de son dirigeant historique. Quatrième thème, la rigueur financière, avec les points 10 à 13. Point 10, quelle est la qualité de la comptabilité analytique et du contrôle budgétaire? Si une entreprise ne connaît pas précisément le coût réel de ce qu'elle vend, elle pilote à l'aveugle. Impossible de savoir quel produit crée réellement de la valeur, de fixer correctement ses prix ou d'identifier les activités qui détruisent leurs marges. Les meilleures entreprises savent donc précisément où elles gagnent de l'argent et où elles le perdent. Amazon est notamment réputé pour la granularité de son pilotage et pour son obsession des données économiques derrière les différentes activités. Point numéro 11, existe-t-il d'autres aspects spécifiques au secteur qui donnent des indications sur la position concurrentielle de l'entreprise? C'est probablement le point le plus large des 15, car Fisher reconnaît qu'aucune grille d'analyse ne peut parfaitement s'appliquer à toutes les entreprises. Selon les secteurs, l'avantage peut venir des brevets, de la distribution, de la marque, des coûts de production, des relations clients ou encore des économies d'échelle. Mais Fisher insiste sur une idée intéressante. Un brevet peut créer un avantage, mais il suffit rarement à le rendre durable. Prenez Assa Abloy, qui a fait l'objet de ma dernière newsletter. L'innovation lui permet de développer des systèmes d'accès toujours plus sophistiqués. Mais une fois installé dans le bâtiment, l'avantage change de nature. Remplacer les serrures, les badges, les lecteurs, les logiciels et le système de contrôle peut devenir complexe et coûteux. L'innovation permet d'entrer dans le bâtiment, mais les coûts de changement permettent d'y rester. Le brevet n'est donc pas nécessairement l'avantage concurrentiel lui-même, il peut simplement être le point de départ d'un avantage beaucoup plus durable. Point numéro 12. L'entreprise a-t-elle une vision à court terme ou à long terme de sa rentabilité?
C'est un critère essentiel parce qu'une direction peut facilement embellir les résultats de demain en sacrifiant l'entreprise dans 10 ans. Réduire la R&D, reporter les investissements, presser les fournisseurs ou augmenter brutalement les prix. Fisher cherche exactement l'inverse, des dirigeants prêts à sacrifier une partie des résultats d'aujourd'hui pour construire ceux de demain. Amazon sous Jeff Bezos est l'exemple parfait. Pendant des années, l'entreprise a réinvesti massivement ses flux de trésorerie plutôt que de les distribuer. Beaucoup y voyaient une faiblesse. Avec le recul, on comprend que c'était précisément la stratégie. Question numéro 13. Le financement de la croissance future exigera-t-il des appels au marché qui annuleront une grande partie des profits espérés par les actionnaires historiques ? Une entreprise peut connaître une croissance extraordinaire, sans que l'actionnaire historique en profite pleinement. Si elle doit constamment émettre de nouvelles actions pour financer son développement, votre part du gâteau se réduit à chaque fois. Fisher privilégie donc les entreprises capables de financer leur croissance grâce à leur propre puissance économique. Visa est un excellent exemple. Ses flux de trésorerie considérables lui permettent d'investir massivement sans devoir solliciter en permanence de nouveaux capitaux auprès de ses actionnaires. Thème numéro 5, l'intégrité. C'est le test ultime. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Question numéro 14. Le management parle-t-il librement aux investisseurs sur les opérations engagées tant que tout se passe bien, mais la boucle-t-il quand arrivent les problèmes et les mauvaises surprises ? Fisher nous rappelle que même les meilleures entreprises connaîtront des échecs. Et c'est normal. Une entreprise qui innove, expérimente et prend des risques finira forcément par se tromper. Le problème n'est donc pas l'existence d'erreurs. Le problème, c'est la manière dont le management réagit lorsqu'elles apparaissent. Est-ce qu'il les reconnaît ? Est-ce qu'il les explique ? Est-ce qu'il prend ses responsabilités ? Ou est-ce que le discours devient soudainement flou au moment précis où les actionnaires auraient besoin de transparence ? Meta offre un exemple intéressant. En 2022, après avoir engagé des sommes considérables dans le métaverse, Mark Zuckerberg a fini par reconnaître publiquement certaines erreurs dans la gestion des coûts et a profondément réorienté les priorités du groupe. Point numéro 15, le dernier et de très loin le plus important. Les dirigeants de l'entreprise sont-ils d'une intégrité absolue ? Sur cette question, Fisher ne laisse aucune place au compromis. Une entreprise peut être imparfaite sur certains des 14 critères précédents et rester un excellent investissement. Mais si l'intégrité des dirigeants est douteuse, Fisher passe son chemin. Car en tant qu'actionnaire minoritaire, vous confiez votre capital à des dirigeants que vous ne contrôlez pas. Et si vous ne pouvez pas leur faire confiance, tous les ratios deviennent secondaires. Un mauvais trimestre se rattrape, une marge s'améliore, un produit se remplace. Mais une intégrité compromise fragilise les fondations même de l'investissement. A l'inverse, le management de Berkshire Hathaway constitue probablement l'exemple parfait d'une culture d'intégrité à toute épreuve. Voilà pour les 15 points de Philippe Fisher. À partir de maintenant, nous avons entre les mains une nouvelle grille que nous pourrons réutiliser pour les prochaines analyses d'entreprise sur la newsletter. Et justement, la prochaine lettre aux investisseurs sera consacrée à Alphabet. Nous réutiliserons ces 15 points pour améliorer notre étude dans l'entreprise dans sa partie qualitative. Et si vous souhaitez recevoir cette analyse, le lien pour rejoindre gratuitement la newsletter est juste en description. Une fois qu'on a trouvé la perle rare grâce aux 15 critères de Fisher, est-ce qu'on peut acheter n'importe quand ? Pour Fisher, une chose est claire, le choix de l'entreprise compte infiniment plus que le choix du moment. Mais le prix et le timing ne sont pas totalement secondaires pour autant. L'histoire l'a brutalement démontré. Un investisseur entré sur le Dow Jones juste avant le krach de 1929 aurait dû attendre près d'un quart de siècle avant de revoir l'indice retrouver son niveau d'avant-crise. Alors pour éviter ce genre de scénario, Fisher commence par nous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Essayer de prédire l'économie pour deviner si c'est le bon moment d'investir en bourse. Fisher démolit cette approche en la comparant à l'alchimie au Moyen-Âge, une pseudo-science qui a l'air sérieuse mais qui ne repose sur rien de solide. Les experts se trompent constamment et personne n'a jamais réussi à prédire l'économie avec assez de fiabilité pour bâtir une stratégie dessus. La vraie méthode de Fisher, ne cherchez pas le bon moment dans l'économie, cherchez-le dans l'entreprise elle-même. Lorsque vous avez trouvé l'action parfaite, aux 15 critères, attendez un moment de pessimisme fort de la part du marché. Attendez que monsieur le marché, pour reprendre la parabole de Benjamin Graham, soit déprimé et vende le titre par déception. Vous aurez alors l'opportunité d'acheter en solde votre action préférée. Prenons un exemple récent que j'aime beaucoup, Alphabet en 2025. À ce moment-là, l'entreprise est prise dans un véritable étau. ChatGPT explose et Wall Street commence à se demander si Google Search ne pourrait pas, à terme, perdre sa domination. De l'autre, l'antitrust. Google vient d'être reconnu en situation de monopole illégal dans la recherche et le gouvernement américain envisage des mesures extrêmement lourdes, allant jusqu'à forcer la vente de Chrome. Le titre chute fortement. Pourtant, dans les faits, les bénéfices de Google sont loin de s'effondrer dans les mêmes proportions. La recherche est toujours là, nos habitudes aussi,
Nous utilisons encore Google Maps, Google Images, Google Shopping, et ce n'est pas la première fois qu'on annonce la disparition d'un service de Google. Pinterest devait menacer Google Images, eBay et les plateformes d'e-commerce Google Shopping, Waze devait éteindre Google Maps. À chaque fois, Google s'est adapté. Alors pourquoi l'IA serait-elle forcément différente ? ChatGPT peut menacer une partie de l'usage de la recherche, mais l'IA peut aussi devenir un nouvel outil au service de Google, intégré à son écosystème et à ses milliards d'utilisateurs. Et puis, paradoxalement, pour l'investisseur de long terme, un procès antitrust peut aussi envoyer un signal intéressant. Si le gouvernement vous attaque pour abus de position monopolistique, c'est généralement que votre avantage concurrentiel est devenu considérable. Le risque réglementaire était bien réel, évidemment. Mais entre reconnaître la puissance d'un monopole et parvenir à détruire durablement un avantage concurrentiel, il y a un monde. Autrement dit, à l'époque, le marché anticipait peut-être une catastrophe bien plus importante que celle qui apparaissait réellement dans les chiffres. Et c'est dans ce type de contexte de doute que Fisher nous recommande de rentrer au capital. Et force est de constater que Warren Buffett applique encore ses principes 70 ans après la publication du livre de Fisher. Alors que le marché s'interrogeait encore sur l'avenir de Google, Berkshire est rentré au capital d'Alphabet fin 2025 avant de renforcer massivement sa position en 2026. Alors attention, il ne s'agit pas d'acheter une action simplement parce qu'elle vient de perdre 30, 40 ou 50%. La question que vous devez vous poser, c'est la suivante. Est-ce que le problème qui fait chuter le cours détruit réellement la capacité bénéficiaire de l'entreprise à long terme, ou est-ce que le marché extrapole beaucoup trop loin une difficulté temporaire ? Si vous avez raison, vous pouvez alors acheter une entreprise dont la qualité n'a pratiquement pas changé, mais dont le prix, lui, a radicalement changé. Fisher apporte néanmoins une nuance, pour un nouvel investisseur qui s'apprête à placer tout son capital. Investir 100% en une seule fois peut être dangereux. Même une excellente entreprise peut perdre 40 ou 50% lors d'une crise majeure. Sa recommandation rejoint alors celle de Benjamin Graham. Étaler ses achats dans le temps. En langage moderne, faire un cost averaging. Maintenant, si je vous partage les enseignements de Fisher sur le bon moment pour acheter, je me dois évidemment de vous parler de l'autre côté de l'équation. Quand faut-il vendre ? Et de mon point de vue, c'est peut-être encore plus difficile. Sur ce point, Fisher est catégorique. Lorsqu'une action a été achetée selon les principes, il n'existe que 3 véritables raisons de la vendre. Pas une de plus. Première raison, vous vous êtes trompé. Votre analyse était mauvaise. Vous avez surestimé l'entreprise, mal évalué son marché ou accordé trop de confiance à son management. Et ce n'est pas grave, ça arrive. Ce qui devient grave, c'est de refuser de l'admettre. Fisher pointe ici l'un des biais les plus destructeurs en investissement, l'ego. Personne n'aime reconnaître une erreur. Alors on s'accroche, on attend que l'action remonte jusqu'à notre prix d'achat simplement pour pouvoir sortir sans avoir l'impression d'avoir eu tort. Mais le marché se moque complètement de votre prix d'achat. Et une petite erreur reconnue rapidement coûtera presque toujours moins cher qu'une petite erreur entretenue pendant des années. Deuxième raison, l'entreprise s'est détériorée. Là, Fisher revient sur ses fameux 15 critères. Si la qualité du management décline, si l'intégrité disparaît, si l'entreprise perd ce qui faisait sa force, il faut savoir vendre, et vite, peu importe que vous soyez en plus-value ou en moins-value. En revanche, si l'entreprise reste excellente mais que son marché arrive simplement à maturité et que les perspectives de croissance diminuent, Fisher est beaucoup moins catégorique. Rien ne presse. Vous pouvez conserver une partie de votre position, le temps de trouver une meilleure allocation de votre capital. Ce qui nous amène à la troisième raison de vendre. Vous avez trouvé beaucoup mieux. Sur le papier, c'est parfaitement rationnel. Pourquoi conserver une bonne entreprise si vous pouvez investir dans une entreprise encore meilleure ? Mais Fisher nous met en garde. Les opportunités réellement exceptionnelles sont très rares. Et surtout, une entreprise que vous possédez depuis 10 ans, vous la connaissez intimement. Vous avez observé son management, ses résultats, ses crises, sa capacité à tenir ses promesses. La nouvelle idée, elle paraît souvent plus séduisante, précisément parce que vous ne connaissez pas encore tous ses défauts. Remplacer une excellente entreprise par une autre doit donc rester une décision exceptionnelle. Finalement, toute la philosophie de Fisher sur la vente pourrait tenir en une seule idée. Je cite. Si vous avez fait correctement votre boulot au moment de l'achat de l'action ordinaire, le bon moment pour vendre, c'est pratiquement jamais. On arrive maintenant à la dernière grande partie du livre de Philippe Fisher. Les choses à ne pas faire. Fisher en liste 10 au total. Alors je ne vais pas tous vous les détailler dans cette vidéo, sinon on y passerait la nuit. Et surtout parce que je pense sincèrement que ce livre mérite d'être lu en entier. Donc si le sujet vous intéresse, sentez-vous libre de vous procurer Actions ordinaires et Profits extraordinaires via le lien en description. C'est un lien d'affiliation Amazon, ça ne vous coûte rien de plus, mais ça soutient la chaîne. De mon point de vue, ce livre a sa place dans la bibliothèque de tout investisseur sérieux. Cela dit, il y a un de ces 10 commandements que je trouve particulièrement intéressant et je voulais prendre le temps de le développer avec vous aujourd'hui. Ne pas surdiversifier. C'est un point que j'adore car il va complètement à contre-courant de ce que l'on entend partout. On nous répète sans cesse qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Celle-là, vous devez la connaître.
Fisher note d'ailleurs, non sans ironie, qu'aucun principe d'investissement n'est aussi unanimement salué que la diversification. Diversifier, c'est prudent, c'est raisonnable, c'est presque devenu une évidence. Le problème, selon lui, ce n'est pas que les investisseurs diversifient trop peu, c'est l'inverse. Trop peu de gens mesurent les conséquences dramatiques de l'excès contraire. Avoir des œufs dans tant de paniers qu'une bonne partie d'entre eux finissent dans des paniers peu attractifs et qu'il devient impossible de surveiller le tout, si bien qu'un jour vous finirez par placer certains de vos œufs dans un panier troué. Voilà le vrai danger. Beaucoup d'investisseurs avec des portefeuilles relativement conséquents possèdent plus de 25 lignes. Le problème, ce n'est pas le chiffre 25 en soi, mais le fait que dans la grande majorité des cas, seule une petite fraction de ces lignes représente des entreprises que l'investisseur ou son conseiller connaît réellement en profondeur. Pour Fisher, acheter une entreprise sans la connaître suffisamment est un mal bien plus dangereux qu'une diversification insuffisante. Il utilise d'ailleurs une image militaire pour expliquer le bon niveau de diversification. Un faisceau de fusils devient stable à partir de 5 ou 6 fusils, et il peut même commencer à l'être à partir de 3. Mais ajouter 40 fusils supplémentaires ne va pas le rendre 40 fois plus solide. En bourse, c'est exactement la même chose. Les premiers titres réduisent énormément le risque, les suivants apportent de moins en moins de protection. Mais contrairement aux fusils, la nature même d'une action détermine le niveau de diversification dont elle a besoin. Certaines grandes sociétés sont déjà extrêmement diversifiées à l'intérieur même de leur activité. Plusieurs produits, plusieurs marchés, plusieurs zones géographiques, parfois plusieurs catégories de clients. A l'inverse, une petite entreprise dépendante d'un seul produit ou d'un seul marché présente naturellement beaucoup plus de risques. Fisher propose alors une classification en 3 catégories pour calibrer un portefeuille, auquel il associe un niveau de concentration différent. La catégorie A, ce sont les grandes valeurs de croissance bien établies. À son époque, Fisher citait Dupont ou IBM. Aujourd'hui, on pourrait penser à des équivalents comme Visa, LVMH ou Alphabet, des géants installés au management éprouvé avec une croissance qui reste au rendez-vous malgré la taille. Alors si vous souhaitez faire un portefeuille uniquement de cette catégorie A, la règle ici c'est la suivante. Un minimum de 5 lignes et jamais plus de 20% du capital sur une seule d'entre elles. Passons maintenant à la catégorie B. Ici, on descend d'un cran en maturité. Ce ne sont pas des petites entreprises spéculatives, mais elles n'ont pas encore atteint la solidité et la diversification des géants de la catégorie A. Et Fisher veut notamment y trouver un management suffisamment profond pour que l'avenir de l'entreprise ne repose pas sur une seule personne, ainsi qu'une activité déjà suffisamment implantée dans son secteur. Aujourd'hui, on parlerait de belles capitalisations moyennes rentables dans une phase de croissance encore soutenue, mais pas encore au rang de géants. Ferrari, Alma PLC, Caspi, le dernier pari de Monish Pabrai, correspondraient assez bien à ce profil. Si vous souhaitez constituer un portefeuille uniquement de catégorie B, Fisher recommande un minimum de 10 lignes avec entre 8 à 10% du capital par ligne. Catégorie C, enfin, ce sont des entreprises à fort potentiel mais avec un risque de perte quasi total. On pourrait aujourd'hui penser à des small caps technologiques ou dans la biotech, en forte croissance mais encore fragile financièrement. La règle de Fisher est très stricte. N'investissez jamais une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et surtout, jamais plus de 5% de votre capital sur une seule entreprise de ce type. Vous voyez donc la logique générale. Plus une entreprise est grande, établie, diversifiée et prévisible, plus Fisher accepte une position importante. A l'inverse, plus elle est petite, jeune et incertaine, plus il faut multiplier les lignes et réduire leur poids individuel. Alors maintenant, si on essaye de construire un portefeuille qui contient ces 3 catégories, on obtient la structure suivante. Disons 3 valeurs de la catégorie A à 15% chacune, ça fait déjà 45% du portefeuille sur 3 lignes. Pour équilibrer ces 3 valeurs de la catégorie A, on va chercher 6 valeurs de la catégorie B à 8% chacune, ça couvre 48% supplémentaires. On arrive donc à un portefeuille cœur d'environ 9 lignes déjà pleinement investies. La catégorie C, elle, vient plutôt en satellite. Une ligne à 5% pour ceux qui veulent se garder une poche asymétrique sans mettre en péril le cœur du portefeuille. Au total, on tourne donc autour d'une dizaine de lignes pour un investisseur qui suit strictement la méthode. Loin des 25 lignes ou plus que l'on voit trop souvent chez les investisseurs qui pensent bien faire en diversifiant à outrance. Mais au fond, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est surtout la conclusion de Fisher. Le véritable problème de l'investisseur sérieux n'est pas de choisir entre trop d'opportunités exceptionnelles, c'est déjà d'en trouver suffisamment. Les entreprises réellement remarquables sont rares. Et selon Fisher, accumuler 20, 30 ou 40 actions n'est donc pas nécessairement un signe de prudence. C'est parfois simplement le signe que l'on ne possède pas suffisamment de conviction dans aucune d'entre elles. Car plus on multiplie les lignes, plus on dilue non seulement son capital, mais aussi son attention. À partir du moment où l'on possède tellement d'entreprises qu'il devient impossible de les reconnaître et de les suivre sérieusement, la diversification cesse de nous protéger. Elle commence à nous pénaliser. Toute la difficulté consiste donc à trouver un juste équilibre. Être suffisamment diversifié pour qu'une erreur ne puisse jamais être fatale, mais suffisamment concentré pour que nos meilleures idées puissent réellement faire la différence.
En mot de la fin, on pourrait ici se rappeler une phrase culte de Buffett. La diversification est une protection contre l'ignorance. Chers passionnés, voilà ce que je voulais vous transmettre de Philippe Fisher. Au fond, derrière la méthode du commérage, les 15 critères, les règles d'achat, de vente ou encore la diversification, Fisher nous enseigne surtout une manière différente de penser l'investissement. Ne cherchez pas simplement une action bon marché. Cherchez une entreprise de croissance exceptionnelle. Comprenez son activité, étudiez ses concurrents, jugez son management, analysez sa capacité à grandir, à innover et à protéger ses marges. Et lorsque vous avez enfin trouvé cette entreprise, attendez que le marché vous offre une véritable opportunité pour en devenir propriétaire. Puis, si votre analyse était juste et que l'entreprise continue à devenir meilleure année après année, ayez la patience de ne rien faire. C'est peut-être ça, finalement, la grande leçon de Fisher. Les fortunes exceptionnelles en bourse ne se construisent pas en multipliant les décisions, mais en prenant quelques excellentes décisions et en leur laissant suffisamment de temps pour produire leurs effets. Et si cette philosophie de l'investissement vous parle, je vous invite à aller plus loin de 2 manières. Premièrement, rejoignez la lettre aux investisseurs. Une fois par mois, je sélectionne une entreprise pour la confronter aux principes que nous abordons sur la chaîne. Et justement, la prochaine analyse sera consacrée à Alphabet, que nous passerons notamment au filtre des 15 critères de Philippe Fisher. La newsletter est entièrement gratuite et le lien est juste en dessous en description. Et deuxièmement, si cette vidéo vous a intéressé, ne vous contentez pas de mon résumé. Lisez Fisher. Action ordinaire et profit extraordinaire fait partie de ces rares livres qui peuvent réellement modifier votre manière de regarder une entreprise. Vous trouverez également en description le lien affilié pour vous procurer le livre. Buffett disait être un lecteur assidu de tout ce que Fisher a à dire. 70 ans plus tard, je crois qu'on en comprend mieux pourquoi. Chers passionnés, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.